Bonsoir, bonsoir et très heureux vraiment de vous retrouver ce soir au MUSEM pour une nouvelle saison du Temps des Archives co-organisée par l'Institut national de l'audiovisuel et le MUSEM avec le soutien des amis du MUSEM. Le but de ces soirées, je vous le rappelle parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, c'est de prendre au sérieux les archives audiovisuelles conservées à l'INA et de demander à un historien et à un témoin de les commenter avec nous. Toute cette saison sera placée, parce qu'il y a un thème pour cette saison, sous le signe de la rue. La rue dans laquelle on manifeste sa colère ou on manifeste sa joie. Et ces deux joies, parfois aussi un peu de colère, dont il sera question ici ce soir, en fonction des résultats des matchs de l'OM, puisqu'à l'occasion de l'exposition qui se tient ici même sur le football, nous sommes foot, c'est de foot dont il sera question. Nous allons ce matin évoquer l'histoire du supporterisme, un terme un peu particulier, un phénomène désormais d'ailleurs étudié avec ce terme à l'université, en anthropologie, en sociologie ou encore en histoire. Un phénomène qui sera présenté et analysé pour nous par Pape Diouf, ancien président de l'OM, et par Stéphane Mourlan, qui est maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille, vice-président d'une association qui s'appelle We Are Football et concepteur du cahier pédagogique de l'exposition ici même au MUSEM. Nous allons donc immédiatement regarder la première archive, une archive un peu amusante, avant que nous rentrions dans le concret de cette histoire du supporterisme. Allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM, l'OM, allez. On va jouer la finale de la coupe cette année. Les maillots blancs, en attaquant, et les supporters en chantant, tous unis dans la bataille pour Marseille et en avant. Allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM, l'OM, allez. On va jouer la finale de la coupe cette année. Allez les gars, nous sommes là, on n'a pas peur et nous voilà. C'est pour nous un chant de gloire, droit au but les maillots blancs. Allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM, l'OM, allez. On va jouer la finale de la coupe cette année. Allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM, l'OM, allez. On va jouer la finale de la coupe cette année. Allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM, l'OM, allez. On va jouer la finale de la coupe cette année. C'est là où on voit que la mode se démode, en l'occurrence, puisque à la fois pour les vêtements des chanteurs et les pattes def et les tenues également des sportifs, à savoir ces petits shorts très serrés que l'on peut voir sur ces images, on a beaucoup évolué depuis ce moment-là. On aurait pu passer d'ailleurs à une autre chanson très célèbre à cette époque-là, qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts, à savoir la chanson chantée et composée par Monty pour défendre Saint-Étienne, parce que j'ai cru comprendre, Pape Diouf, bonjour, j'ai cru comprendre que Saint-Étienne était, disons, pour les supporters de l'OM, peut-être l'ennemi encore plus long, dans une longue durée, que le PSG qui a joué, contre qui a joué l'OM hier. C'était malgré tout une opposition, bonjour évidemment à tous, c'était une opposition, j'allais dire, moins violente que celle que nous connaissons aujourd'hui. Il faut savoir que dans cette période des années 60-70, le football français était à la traîne
C'est un football qui, sur le plan international, n'obtenait guère de résultats réjouissants ni avec l'équipe nationale ni avec les clubs. Et Saint-Étienne a été effectivement le premier club en France à obtenir sur le concert européen des résultats probants, des résultats significatifs. Et pour l'Olympique de Marseille qui renaissait à la victoire avec d'abord le président Leclerc, puisque c'est dans les années 70, au début des années 70, 70, 71 et 71, 72 que l'Olympique de Marseille a été champion de France, et qui de surcroît avait aussi été pillé, je dirais, des joueurs des Verts, puisque Bosquier et Carnus sont venus. C'est vrai que tout ça, ça avait tendance à créer des antagonismes. Et ces antagonismes-là ont d'abord et prioritairement opposé les supporters des deux camps, mais il y avait, disons, beaucoup moins de violence, beaucoup moins de haine. La rivalité était sportive et débordée, certes, parfois sur en dehors du terrain, mais cela restait, je dirais, pas dans des limites raisonnables, mais en tout cas dans des limites plus acceptables. Or, aujourd'hui, entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, s'est développée une haine pure qui se traduit précisément par ce qu'on a déjà vu hier et ce qu'on a vu les derniers temps, c'est-à-dire par une violence telle que il y a effectivement de la part des autorités se penchant aujourd'hui à interdire aux supporters parisiens de venir à Marseille et vice-versa. Alors Stéphane Morlan, je disais en tout début de cette soirée qu'il y avait désormais des études sérieuses en sociologie du sport, en anthropologie du sport et en histoire du sport sur les clubs de foot, bien évidemment, sur l'histoire de ce sport qui date maintenant depuis plus d'un siècle, mais aussi sur le supporterisme. C'est-à-dire que désormais, on peut dire qu'il y a une sorte de masse critique atteinte pour pouvoir raconter l'histoire de ce supporterisme. D'ailleurs, quand est-ce que ça commence, le supporterisme ? Alors effectivement, bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Cette question du supporterisme, elle intéresse les historiens depuis un certain temps, mais l'historien, comme vous le savez Emmanuel, a besoin de sources, a besoin d'archives, et pour se confronter à cette question, il faut bien le dire, les choses sont difficiles. Il convient de rassembler justement suffisamment de documents, et nous préparons justement avec un certain nombre de collègues une publication collective autour de l'histoire et en particulier de la genèse de ce mouvement des supporters en France. Alors, les premiers résultats que nous pouvons présenter, c'est que, en fait, quand on regarde la presse sportive et la presse générale, le mot supporter apparaît pour la première fois dans les années 1910. Jusqu'alors, on parlait plutôt de partisans, on parlait de fanatiques également, c'est intéressant, puisque l'un des groupes ultra s'appelle les fanatiques, et le mot supporter fait, lui, son entrée dans le dictionnaire en 1933, et on assiste à une floraison de clubs de supporters dans les années 20, dans les années 30, surtout dans le nord de la France. Il y a vraiment un très gros déséquilibre, et les départements du Nord et du Pas-de-Calais ont une trentaine de clubs de supporters. À Marseille, pour peu que, jusqu'à ce qu'on nous contredise, le premier club de supporters que nous avons identifié date de 1932. Alors, ce qui est intéressant, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, c'est qu'il y a une enquête qui est menée par un journal, là, je relevais la vie sportive du Nord-Pas-de-Calais, qui date de 1914, et qui pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un supporter ? Alors, selon cette enquête de l'époque, un supporter, c'est d'abord un ancien joueur. Pour pouvoir supporter. Un supporter, c'est quelqu'un qui doit accompagner et soutenir son équipe partout. Et puis, un supporter, et ça c'est intéressant par rapport à la période contemporaine, c'est un homme de pondération, le supporter. Rien ne sert, je cite, de s'épuiser en vociférations malveillantes. Et on demande aux supporters d'être fair-play. Nous sommes là en 1914. Oui, alors ça c'est une des caractéristiques. Aller supporter son club partout, ça fait partie d'une sorte de vulgate, pourrait-on dire, de tous les gens qui veulent être supporters, en tout cas, qui se considèrent comme étant les supporters d'un club. Ça fait partie de cette idée-là, c'est-à-dire de ne pas être, comme on le dit généralement, un touriste,
je crois, ou un footy. Je crois que c'est un footix ici. Mais d'être vraiment quelqu'un qui, dans les bons jours et dans les mauvais jours, continue, s'il pleut, s'il vente ou s'il neige, à aller supporter son club. C'est ça, Pape Diouf? Ça, c'est la définition idyllique, évidemment, qu'on peut avoir du supporter. Mais quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, on est évidemment très loin des définitions que vous venez de donner. Il faut, je pense, faire un peu le distinguo entre le supporter, qui effectivement est là pour son club. Il est prêt à tout pour que son club, je dirais, l'emporte. Et le spectateur, puisque dans des stades, il n'y a pas que des supporters, il peut y avoir des spectateurs, des gens qui viennent parce qu'ils aiment le football, parce qu'ils ont la passion du football, et qui viennent, je dirais, sans parti pris, ni sentimental, ni, je dirais, parti pris de quelque couleur que ce soit, assistent et applaudissent, ou alors, je dirais, n'apprécient pas. Aujourd'hui, c'est vrai que le vrai supporter, d'ailleurs, vous savez, ce n'est pas rare de voir, je dirais, des supporters dans des stades qui ne regardent même pas les matchs. Qui tournent le dos à la pelouse. Tournent le dos à la pelouse. La seule chose qui les intéresse, c'est de savoir si leur équipe a marqué un but ou pas, si leur équipe est en train de gagner ou pas, et qui, je dirais, avec aujourd'hui l'avènement de ce qu'on appelle les tifos, c'est-à-dire ces discours brefs mais pénétrants qu'on veut mettre sur des slogans, oui, c'est vrai que ces gens-là, aujourd'hui, ont, je dirais, créé, j'allais presque employer un terme peut-être sur lequel il ne faut pas se méprendre, mais la race des supporters existe véritablement. Alors, on va revenir un peu en arrière avec vous deux, Pape Diouf et Stéphane Morlan, avec une deuxième archive, moins anecdotique peut-être que la première. Nous sommes en mai 1969, c'est la Coupe de France, et évidemment, l'OM en fait partie. À 14h30, les joueurs pénètrent sur le terrain. Les visages sont tendus. À 14h35, présentation des équipes. 14h40, la longue attente commence. Dans les tribunes, le cœur de M. Vitria battait à l'unisson de celui de 15 000 supporters de l'Olympique de Marseille. « 17h10, c'est fini. L'Olympique de Marseille remporte sa 7e Coupe de France. » Pour les joueurs, c'est terminé. Pour les supporters, l'ambiance redouble. Il faut à présent redescendre à Marseille.
À Marseille, le résultat a fait descendre dans la rue ceux qui n'étaient pas montés à Paris. Le plus difficile pour les joueurs de l'Olympique de Marseille n'a pas été de gagner la Coupe de France, comme on pourrait le croire, mais de triompher des milliers de supporters venus les acclamer à leur retour de Paris. Jamais Marseille n'a connu un tel engouement. On fêtait cela à l'américaine. Les voitures des joueurs ont été littéralement prises d'assaut et la descente du boulevard Michelet, envahi par la foule, a totalement paralysé la circulation. Les véhicules sur lesquels avaient pris place les vainqueurs, le précieux trophée et les dirigeants effectuaient le parcours Stade-Vélodrome-Préfecture, soit un peu plus d'1 kilomètre, en 2 heures d'horloge. La première réception officielle s'est déroulée à la préfecture où M. Jean Laporte, préfet de région, était le premier à les féliciter. Le plus difficile, après cette première halte, fut d'effectuer le trajet pour parvenir au Vieux-Port où 200 000 Marseillais attendaient l'équipe victorieuse. Deuxième halte officielle à la mairie cette fois. Il fallut alors au président de l'Olympique de Marseille tenir ses promesses. Se jeter dans le Vieux-Port, c'est ce qu'il fit. Aujourd'hui encore, Marseille vit à l'heure de la Coupe de France. Jeudi soir, la fête du football se poursuivait au Stade Vélodrome. Le tour d'honneur que les joueurs n'avaient pas effectué à Colombes, ils l'offraient au public qui, en revanche, les acclamait comme jamais une équipe victorieuse ne fut acclamée. Et ce n'était plus un tour d'honneur, c'était une marche triomphale à laquelle les clameurs de la foule se mêlaient étroitement pour ne plus former qu'un tout. L'OM, en un jour, est redevenu une grande équipe. Une archive dont on va parler parce qu'elle est fort intéressante, elle est un peu longue mais elle dit beaucoup de choses, en particulier j'y vois la photo que j'avais dans ma chambre en poster de cette équipe sur le mur de ma chambre quand j'avais 9 ou 10 ans désormais. C'était une histoire intéressante parce qu'on voit qu'on assiste au match en costume cravate, Pape Diouf, que l'on est bien mis, qu'il n'y a pas visiblement de débordement, en tout cas c'est plutôt bon enfant, et que les slogans sont déjà là, il y a déjà beaucoup d'esprit, effectivement, nous boirons dans la coupe le vin de Bordeaux en l'occurrence, mais que ça n'est pas encore très actif comme façon d'être supporter. On est là pour supporter son équipe, mais pas beaucoup plus que cela. Mais je crois qu'il faut se resituer dans le contexte de l'époque. C'est l'époque de la glorieuse de l'économie. Il n'y avait pas encore les difficultés matérielles qu'on connaît, les difficultés liées au chômage d'aujourd'hui. Et il faut dire que la jeunesse de l'époque, quand elle allait au stade, c'était d'abord pour voir son équipe triompher, c'était pour que la joie déferle sur la ville, c'était pour le plaisir, c'était pour le bonheur. Et d'ailleurs, comme vous l'avez souligné vous-même, au terme de ces réjouissances, il n'y a pas eu, je dirais, de casse à déplorer, il n'y a pas eu non plus, je dirais,
de quelques bandes à chasser ou à pourchasser. Ce qui ne serait absolument pas le cas aujourd'hui. Si l'Olympique de Marseille gagnait aujourd'hui, on commencerait par des casses. Sauf qu'à l'époque, je le redis, le chômage n'avait pas gangréné les esprits comme c'est le cas au jour d'aujourd'hui. Et puis, le reporter de l'époque dit une chose aussi qui n'est pas fausse quand il dit que une grande équipe est née. Je pense que c'est plutôt l'époque de la contestation de la supériorité stéphanoise, puisque c'est la première grande victoire de l'Olympique de Marseille depuis que... 69, donc. Depuis 69, depuis que ça sera la grande équipe de Scoblar, de Magnusson, etc., au début des années 70. Préfigurer cette équipe-là, qui ne s'est formée véritablement qu'en 70, et je crois que c'était une manière de contester effectivement la force et la supériorité de l'AS Saint-Étienne. Stéphane Morlan. Oui, depuis, d'un point de vue sportif, l'OM n'avait plus rien gagné depuis 1948, le dernier titre de champion de France, donc 21 ans sans trophée. 1943, dernière victoire en Coupe de France. Donc là, il y a vraiment quelque chose, effectivement, d'une nouvelle époque, comme vous l'avez dit, incarné d'ailleurs par le président, Leclerc, comme d'autres par la suite, industriel, homme de presse, homme des médias, puisqu'il dirigeait le magazine But, qui avait un grand succès. Il était parisien. Il était parisien. Ouais, c'est ça. Mais on aura l'occasion sans doute d'en reparler. Lorsque l'on gagne, on reproche rarement au président d'être parisien, quoi. En revanche, lorsque ça perd, effectivement, c'est un argument qui est souvent avancé. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, du point de vue des supporters, effectivement, cette archive, elle nous dit aussi un certain nombre de choses. Et comme elle est longue, elle dit beaucoup de choses. Oui, le comportement. Emmanuel, en termes de comportement, en termes de composition, effectivement, sociologique de ces tribunes, où finalement, d'ailleurs, les jeunes gens ne sont pas si nombreux que ceux-là, à ce moment. Et les jeunes femmes encore moins. Et les jeunes femmes encore moins. En revanche, ce que l'on voit apparaître, et on l'a d'ailleurs à l'image derrière nous, et ça c'est somme toute assez récent, ce sont ces banderoles. Ces banderoles avec ces slogans, ces drapeaux. Ça c'est vraiment un phénomène qui apparaît dans les années 1950, qui d'ailleurs est importé d'Italie, comme d'ailleurs le phénomène ultra dont on aura l'occasion de reparler. Et puis déjà, effectivement, vous l'avez remarqué Emmanuel, ce goût pour une rhétorique un peu moqueuse, facétieuse. Là c'est Bordeaux qui en est la victime, mais d'autres clubs, le Paris Saint-Germain, on va s'amuser avec l'acronyme, Paris Saint-Germain, PSG, petit soutien-gorge, l'OGC Nice également, obsèque garantie pour un club nul, les Canaries en cage pour le FC Nantes. Donc on a là effectivement quelque chose qui apparaît, on l'a vu d'ailleurs avec la chanson tout à l'heure, qui montre que d'une part le football, et plus particulièrement le supporterisme, ça participe d'une culture. Alors, est-ce que c'est toujours une culture locale? Parce que c'est une des questions qui tiraille les spécialistes de ces questions, à savoir, est-ce qu'on est forcément marseillais ou d'origine marseillaise pour défendre, dès cette époque-là, l'équipe de Marseille, ou est-ce qu'on peut être supporter ailleurs et aimer cette équipe parce que simplement elle est brillante, elle est intéressante, elle est amusante, etc. Alors, à l'époque, l'ancrage est très local. Et si on en croit les travaux de Ludovic Lestrelin, qui a travaillé justement sur le supporterisme à distance, en prenant comme cas d'étude l'OM, Ludovic Lestrelin montre bien que 1993. Le supporterisme à distance, c'est quand on n'est pas de la ville en question, mais qu'on peut être à Rouen, par exemple, c'est d'ailleurs un des cas. Ce qui est son cas. Ce qui est son cas, et donc supporter depuis 1999 l'équipe de Marseille, bien que vivant à Rouen. Exactement. Et se sentir, et c'est ce qu'il montre dans son étude, se sentir fier d'être Marseillais sans avoir aucune attache avec la cité phocéenne, c'est-à-dire ne pas y être né, ne pas y avoir grandi, ne pas y avoir de parents, parce qu'il y a là un phénomène d'identification lié aussi à des dynamiques de la victoire. Il montre bien que la victoire de 93 constitue de ce point de vue-là un tournant qui fait qu'aujourd'hui, encore, la dernière enquête qui a été menée montre que ça se resserre avec le Paris Saint-Germain, mais l'OM constitue le club en France qui a le plus grand nombre de supporters au-delà des frontières de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, Pape Diouf. Je crois que sur ce point-là, il y a simplement c'est une question de période. Les premiers grands supporters qu'on a pu recenser en France étaient les supporters du grand stade de Reims, à les années 50. Voilà. Ensuite, avec Raymond Copin, Juste Fontaine et tous ceux qui étaient autour de lui. Les supporters de Saint-Étienne des années 60. Ensuite, il y a eu les supporters de Bordeaux, de l'OM. À chaque période, je dirais, son nombre de supporters. Et du reste, si aujourd'hui... Et courir
après la victoire, parce que si Reims avait autant de supporters, Ouais. c'est parce elle gagnait à chaque fois la Coupe Il y a de que France. Lyon Et qui n'a pas championnat. peut-être connu ce courant de sympathie que certains grands clubs ont connu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Paris ne peut peut-être ne pas tout à fait être du même niveau que Marseille au niveau des supporters, mais dans quelques années, les jeunes d'aujourd'hui se réclameront du supporterisme parisien, c'est évident, parce que Paris est en train de gagner. Alors ça, c'est à mon sens, on avait dit à un moment donné que Marseille comptait en France plus de 10 millions de partisans. On avait dit. Mais c'est l'époque aussi où l'équipe sortait d'une victoire majeure, de cette victoire en Champions League, qui reste d'ailleurs unique. Qu'aujourd'hui encore, aucune équipe en France n'a gagné. Donc c'est vrai que Marseille a su galvaniser, Marseille a su, je dirais, moi je me souviens lorsque j'étais à la tête du club, dans quelques villes que nous allions, il fallait un vrai service d'ordre pour nous dégager, puisqu'il y avait des supporters locaux qui venaient et qui formaient, je dirais, des cordons véritablement énormes. Et qu'est-ce qu'ils disaient, alors, ces supporters? Ils aimaient Marseille, pourquoi, quand vous étiez président? Ils aimaient Marseille parce que la plupart, il faut dire aussi la réalité, c'est que c'était des jeunes, c'était des gens qui avaient vécu directement ou indirectement le succès de 1993 et qui, là, manifestaient précisément leur côté partisan pour l'Olympique de Marseille. Ils applaudissaient, ils cherchaient des photos, ils cherchaient à obtenir des autographes. Et parfois, il fallait les voir devant l'hôtel où nous logions. Ils y étaient parfois toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Oui, alors vous évoquez tous les deux cette victoire de 1993 face au Milan AC. On va regarder justement l'archive qui évoque cette grande victoire donc, dans la Coupe d'Europe des champions de l'époque. Par charter entier, en train ou en cars spéciaux, en voiture et même, tenez-vous bien, en vélo, ce sont 25 000 Marseillais qui ont quitté leur rue, déserté leur cité, abandonné leurs immeubles, décorés de bleu et de blanc, ornés de ballons, de drapeaux et de banderoles, aux couleurs de Marseille, aux couleurs de la ville de Marseille. Ici, face au noir et au rouge milanais, c'est le bleu et c'est le blanc qui tapissent toute une moitié du stade, avec leurs casquettes, avec leurs écharpes, leurs ballons, leurs fanions. Les Marseillais ont en quelque sorte déménagé à Munich. Ils y ont réinstallé leur quartier d'été, leur quartier nord, leur quartier sud, leur centre et leur 110 villages. Imaginez un peu, imaginez une seconde Marseille avec des statues. Non, ils ressemblent plutôt à des hommes en passe. Qui sait de devenir des héros? Saisissez donc leur regard à ces joueurs. Il est indifférent à l'adversaire, mais pas du tout à la coupe qui trône là, à 2 pas de cette pelouse qu'ils foulent un à un. Tout comme les Milanais, ils la regardent cette coupe, les Olympiens, ils la vénèrent. C'est l'OM qui engage Pelé qui donne un voleur avec une première faute d'Éric Dimeco sur Donadoni, un premier coup franc pour les Milanais. Attention Pelé, eh bien Pelé curieusement ne veut pas le tirer ce corner, mais finalement c'est lui qui va le faire, il va placer son ballon tranquillement, il replante son souffle, avait dit Pelé parce qu'il a beaucoup couru. Attention, Rudi Voller l'Allemand, le Russe et le Renard est au premier poteau, il y a Basile Boli derrière lui en embuscade. Quelle bagarre en série pour les la plus belle, la plus difficile des Coupes d'Europe. Marseille est champion d'Europe de football, je vous le répète, c'est historique. L'OM réussit là où depuis 38 ans, tous les clubs français avaient échoué. Oh, quel fiesta dans les tribunes en bleu et blanc. On crie sa joie, on se prend dans les bras, on saute en l'air et on pleure aussi. Les joueurs courent vers ce public qui n'a cessé de les encourager. Basile Boli exulte et se transforme en mime du bonheur. Je ne pleure plus, dit-il à la foule. Fini les larmes de Paris, envolez les pauvres. Ces héros, Dame Coupe va voyager à la rencontre des Marseillais pour prolonger la fête, bien sûr. Elle leur doit bien ça, elle nous doit bien un autre tour d'honneur. Un tour d'honneur géant au Vélodrome, parce que ce soir, croyez-moi, il faut encore se pincer un peu pour vraiment réaliser ce que viennent de nous offrir les joueurs de l'OM. Il faut encore écarquiller bien grand ses yeux pour ne pas se dire qu'une fois de plus, l'histoire a bégayé. Vous pouvez l'imaginer déjà à la coupe se glisser avec gourmandise au cœur du stade. Vous désirez sans doute qu'elle vienne se poser près de vous comme une bulle délicieuse portée par les joueurs. Alors très bientôt, c'est sûr, vous pourrez la toucher. Je la vois déjà caressée par le public marseillais qui l'a tant attendu. Ce public, eh bien, c'est vous. Regardez-la, touchez-la, gardez-la bien au chaud, au creux de votre mémoire, cette coupe, car cette fois-ci, c'est vrai, elle vous appartient. Nous t'aimons tous.
Alors ça vous rappelle des souvenirs, Pape Diouf, ce moment de 1993. Vous vous occupiez à l'époque de Basile Boli, qui a été celui qui a libéré l'OM. Je m'occupais de Basile Boli et d'Abedi Pelé. C'est vrai que c'est une période grandiose, malheureusement annonciatrice de cette fameuse et vilaine affaire OM-VA. OM Valenciennes, effectivement, mais néanmoins un moment très important. Alors là aussi, on voit quelques petites choses qu'il nous faut commenter en tant qu'analyste de sciences sociales et humaines du sport, en l'occurrence Stéphane Morlan, la tenue. On a des écharpes. Ouais. On a le bleu et le blanc, et ça c'est très important parce que c'est ce qu'on va retrouver tout au long de ces dernières années, c'est-à-dire vraiment la façon d'arborer les couleurs du club. On voit que dans les années 60, ce club était plutôt habillé en blanc, mais qu'il va redevenir bleu et blanc plus tard. Et tout ça c'est très important parce que ça participe aussi de se dire supporter ou pas supporter, simple spectateur. Exactement, ça participe de cette distinction entre celui qui vient voir un match de football, celui qui aime le footix ou le touriste. Le footix ou le touriste, celui qui aime le jeu, et effectivement celui, on ne dira pas celle, même s'il y avait quelques femmes, hein, on en a vu quelques-unes, qui est là aussi pour l'amour du jeu, mais surtout pour l'amour du club, hein, et il le revendique, il l'affirme au travers de ses écharpes, au travers de ses couleurs, de ses drapeaux qui sont ici arborés, encore une fois avec beaucoup de fierté. Et là, je crois qu'il est intéressant aussi de remettre en contexte cette victoire et l'enthousiasme débordant autour de cette victoire. D'une part, sur le plan sportif, il y a eu l'échec de 91 à Bari. Et puis, plus largement... Ça, c'est comme Gergovie ou Alésia. Exactement. On ne se souvient pas de la défaite, Voilà. en l'occurrence. On se souvient que de la victoire. Qui participe du mythe sportif. Et puis, il y a quelque chose ici d'une revanche symbolique. Vous n'êtes pas sans savoir que Marseille est une ville qui suscite vraiment un imaginaire débordant, et que, d'ailleurs, la population de Marseille se nourrit en retour de cet imaginaire. Et au travers de l'OM et des victoires de l'OM, eh bien, il y a quelque chose d'une revanche au regard d'un honneur local blessé, d'une histoire mal écrite. Il y a ce sentiment à Marseille d'être exclus, d'être les boucs émissaires de la nation. On peut remonter, et certains n'hésitent pas à le faire, à la Révolution française, bien sûr. 1794, lorsque Marseille se soulève et qui devient la ville sans nom. On peut évoquer le manque de patriotisme des troupes provençales et marseillaises lors des conflits mondiaux, et le fameux 15e corps. On rappelle aussi l'incendie des Nouvelles Galeries en 1939, où on souligne l'incurie de l'administration locale, et la ville est mise sous tutelle parisienne. Et donc, au travers des matchs de l'OM et des victoires de l'OM, il y a là quelque chose d'une revanche symbolique où on affirme fièrement son identité, ses couleurs à Marseille. Alors, Pape Diouf, tout de même, on passe un peu vite sur un des aspects d'évolution, pourrait-on dire, de ce supporterisme à Marseille. C'est que entre la première archive de 1969 et celle de 1993, il y a multiplication des sections, des clubs, enfin des sous-clubs, pourrait-on dire, des groupes, en tous les cas, de supporters. Et je crois qu'il y en avait deux qui étaient officiels auparavant, qui étaient le club central des supporters et le club des amis de l'OM, qui étaient liés au club et à la direction de ce club. Et puis à l'extérieur, comme ça, comme quelqu'un qui déborde sur l'aile et qui va marquer, eh bien, il y aura 6 autres groupes qui vont se créer. Les Ultras, à partir de 1984, les South Winners, les Yankees du Virage Nord, les Fanatics, les Dodgers, et pour finir, les Marseille trop puissants. Donc ça, c'est plutôt en 94, je crois, le dernier. Donc on a donc d'un seul coup 8 organisations qui vont se partager, pourrait-on dire, ce supporterisme marseillais. Ils seront au total 10. C'est un phénomène qui est venu de l'Italie. Ces associations sont effectivement nées parce qu'en Italie, cela existait encore. Et croyez-moi que cela ne facilitait pas forcément le travail des dirigeants que nous étions ou qui sont là aujourd'hui, puisque tout à l'heure, vous avez parlé des couleurs blancs, des couleurs bleu-blanc. Nous, il faut savoir que l'Olympique de Marseille, chaque saison, doit présenter à peu près 3 couleurs de maillot. Un maillot qui permet de jouer à domicile, un maillot qui permet de jouer à l'extérieur, et un 3e maillot généralement réservé pour les joutes
européenne. Et il nous revenait à nous, dirigeants, d'être très attentifs sur le choix des couleurs. Alors, évidemment, il y avait des couleurs parfois qui ne reflétaient pas forcément, je dirais, ces couleurs mythiques, bleu et blanc. Alors là, nous avions effectivement un retour, certaines remarques acerbes de certaines associations de supporters qui n'étaient pas du tout contentes que nous puissions présenter des maillots or ou des maillots, je dirais, d'une autre couleur. Alors, c'est vrai que cela a tout été très compliqué et contrairement à ce qu'on pense quand on est à l'extérieur du club, c'est vrai qu'il y a les supporters, les associations de supporters jouent un vrai rôle dans ce club-là. Il revient aux dirigeants de ne pas être gadgetisés, de ne pas être, je dirais, soumis à leur bon vouloir. Il faut essayer de poser, effectivement, un dialogue, je dirais, équilibré. Oui, Stéphane Morlan, c'est vrai qu'on voit qu'il y a parfois une sorte de bras de fer entre les dirigeants du club et puis les clubs de supporters. On va avoir l'occasion effectivement de voir une archive à ce propos. On peut effectivement, comme vous le dites, c'est un phénomène là, il s'agit désormais d'évoquer ce qu'on appelle les ultras, comme leur nom l'indique, d'ailleurs reprenant un vocabulaire emprunté au monde politique. Oui. Donc né en Italie, il s'agit de vivre à l'extrême. Oui. À l'extrême, cette passion. Et en se pensant comme indépendant vis-à-vis du club. Indépendant et acteur à part entière du spectacle sportif. D'où le fameux tifo. Donc on reprend ici un terme italien qui d'ailleurs signifie initialement le typhus. Il s'agit plutôt de faire référence au verbe italien ici tifare, qui veut dire soutenir, être pour quelqu'un. Et on a effectivement ici un mouvement qui se structure en France dans les années 80. Et comme vous l'avez dit d'ailleurs, le club le plus ancien, c'est le Commando Ultra, 1984, et c'est un jeune homme, effectivement, supporter de la Juventus de Turin, qui va d'ailleurs régulièrement à Turin, un peu en éclaireur, et on assiste, pour reprendre un terme que l'on connaît bien, Emmanuel, dans d'autres circonstances, à une forme de transfert culturel de l'Italie vers la France, et en particulier vers Marseille, ce qui fera dire d'ailleurs à France Football en 1990 que le Stade Vélodrome, c'est la Mecque des ultras en France. Et effectivement, les ultras sont nés en France, à Marseille. Alors, on va regarder justement une archive qui nous raconte un peu ces différends qu'il peut y avoir entre un dirigeant de club de l'OM et les supporters. C'est une archive qui date du 13 septembre 1998. Rarement une banderole aura été plus explicite. Celle-ci, déployée lors du premier match de championnat à l'encontre du président délégué de l'OM, ont pu surprendre. Elles sont en fait l'aboutissement des relations conflictuelles entre Jean-Michel Roussier et les supporters. Arrêtons-nous chez les Ultras, le groupe de supporters marseillais numéro 1 en nombre, pour tenter d'expliquer le différend. Les Ultras reprochent au président délégué du club un manque de respect à la parole donnée sur les prix et le nombre des abonnements, une absence de dialogue ou encore une dérive commerciale. Selon eux, Jean-Michel Roussier doit partir. Il ne nous a jamais écoutés, il s'est manqué par rapport à sa parole, il changeait d'avis du jour au lendemain. Et ça aujourd'hui, c'est un petit peu un ras-le-bol complet à son égard. C'est également un ras-le-bol par rapport à la structure qu'il a mis en place à l'Olympique de Marseille avec des personnes qu'il a parachutées dans le club alors qu'on avait des gens compétents, des gens marseillais, des gens de chez nous. On s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup de Parisiens ont pris les rênes du club, ne s'imprègnent pas de ce qu'est l'Olympique de Marseille, de tout l'environnement qu'il y a autour. Et si on en est là aujourd'hui, c'est vraiment à cause de lui. En fait, le malaise est plus profond. Ce slogan, qui incrimine également le directeur commercial de l'OM, Roland Chebel, touche du doigt le point essentiel. L'OM serait devenu beaucoup plus une entreprise qu'un club. Merchandising, marketing, bénéfices, sponsors, la stratégie du club semble on ne peut plus commerciale. Roland Chebel déclare dans France Football « On veut devenir une société de vente par correspondance, comme la redoutent tous les trois Suisses ». Il ajoute que le club souhaiterait disposer de la liste des abonnés pour pouvoir accélérer la vente par correspondance. Bref, un business dans lequel le supporter ne se reconnaît plus. Le responsable des Dodgers se dit conscient de la nécessité de la vente des produits dérivés, mais jusqu'à un certain point, le club fait fausse route. Attention au dérapage. C'est vrai que maintenant on entend beaucoup plus parler de clients, de rentabilité que de supporters, que de soutien public. Je veux dire, bon, nous on est avant tout des supporters, on n'est pas des clients.
Et si on n'est pas rentable pour notre club, on est rentable pour notre équipe. Jean-Michel Roussier, face à la Fronde, a donc dû passer la main à Reto Stifler en ce qui concerne les relations avec les supporters. L'OM et Jean-Michel Roussier ont préféré ne pas s'exprimer sur la question, se contentant d'un communiqué. Les supporters, vainqueurs de leur bras de fer avec le club, ont depuis calmé le jeu dans le stade, mais leurs propos restent acerbes. Je pense que l'OM est vraiment malade, dans la mesure où c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. On a effectivement 40 000 abonnés, on a des résultats en début de championnat, on va jouer la Coupe d'Europe. On se cache un petit peu derrière tout ça pour dire que le club va bien, qu'il retrouve un petit peu un statut et un standing qu'il n'avait pas ces dernières années. Mais attention, l'OM, c'est peut-être qu'une façade, il faut peut-être travailler un petit peu plus en profondeur, travailler sur les structures, travailler sur le vivier que sont les supporters, l'amour qu'ils ont pour le club, la passion qu'ils vivent au quotidien et se servir un petit peu de tout ça pour réellement faire un grand club. Les supporters de l'OM se sont fait entendre dans ce dossier, un peu trop fort pour ceux qui leur reprochent de ne pas rester à leur place, mais ne dit-on pas que le client est roi? Alors c'est très intéressant parce que c'est quelques années avant que vous preniez la tête de l'OM, Pape Diouf, et on voit effectivement cette tension très forte. Tous les acteurs sont déjà là et seront là ensuite pendant pas mal d'années, tous ces acteurs que sont ces groupes de supporters. Et ils commencent à critiquer une dérive commerciale de ce club. Comment on peut s'expliquer avec ces groupes de supporters qui ont une certaine puissance et qui, d'une certaine façon, co-gèrent le club avec les dirigeants, parce qu'il y a des accords passés pour pouvoir vendre les billets dans les virages, pour pouvoir apporter les gens dans le stade. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je crois que ce n'était pas, à vrai dire, une cogestion. Il faut savoir que les supporters, c'était aussi de leur part une manière de mesurer leur force vis-à-vis des dirigeants. Je pense que la demande était relativement subjective, dans la mesure où le football déjà commençait à se commercialiser. La réalité est simplement que certains groupes de supporters aiment bien titiller les dirigeants, essayer de les intimider pour obtenir d'autres choses que ce qu'ils réclament. Alors c'est quoi ce qu'ils veulent? Mais ce qu'ils veulent, c'est toujours, je dirais, cette espèce de suprématie, cette espèce de, comment vous dire, de cette position un peu de leadership quand des décisions doivent être prises. C'est là où il faut effectivement, en tant que dirigeant, savoir parler aux supporters, ne pas toujours dire oui, leur faire comprendre qu'on est à côté d'eux pour essayer d'aller le plus loin possible, mais que dans les choses qui soient possibles. Oui, il y a toujours aussi cette rhétorique, Stéphane Mourlane, on est un grand club, mais on n'est plus un aussi grand club qu'auparavant. Enfin, on entend cela qui est vraiment une rhétorique de supporters, qui est de se dire une sorte de lamento permanent pour se dire tout compte fait, oui, on est bien souvent dans la tête du championnat, mais on n'arrive jamais à gagner une coupe, on n'arrive jamais à gagner un championnat, où on arrive vraiment tout juste à gagner un trophée, et toujours cette capacité à se dire c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, et c'est la faute des dirigeants. Forcément. Souvent on se tourne effectivement. Parfois c'est la faute des entraîneurs aussi. Aussi. Et quelquefois la faute des joueurs. Et là en l'occurrence, c'est le président délégué, puisque nous sommes au début de l'ère Robert Louis Dreyfus, donc Roussier qui est mis en accusation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans le contexte, donc on est dans l'après Tapie, l'après Bèze à Bordeaux, oui. on y reviendra. C'est-à-dire un moment où on remet en cause, il y a une remise en question de ce qu'on a appelé le foot business. Et les supporters, effectivement, les ultras... En comparaison d'aujourd'hui... oui, ça ne s'est pas arrangé de ce point de vue-là. Quoi. Ouais. Mais les ultras, justement, en ont fait un cheval de bataille. C'est-à-dire qu'ils sont les défenseurs, enfin en tout cas, ils s'érigent comme les gardiens du temple, d'une certaine manière, face à ces dérives mercantiles. Alors, on est bien d'accord que l'on est là, ici, dans l'ordre du discours, parce que derrière, il y a des intérêts mercantiles. Et notamment à Marseille, cette fameuse question des abonnements, véritable ritournelle sur laquelle on revient régulièrement, qui est quand même une manne extrêmement importante pour ces clubs ultra. Et ce qui est intéressant, c'est que on met ici en accusation Roussier. Alors on lui reproche d'être parisien, on lui reproche effectivement son côté capitaine d'industrie, mais quelques années plus tôt, c'est également un Parisien, lui aussi capitaine d'industrie, qui arrive à l'OM, à Marseille, en disant « Je vais faire de ce club une entreprise et une entreprise rentable », mais lui
est adulé et le restera, c'est Bernard Tapie, qui a un discours exactement le même. Qui est exactement le même, et on voit l'attachement. Il y a encore quelques... La différence, c'est que Bernard Tapie a sans doute et aujourd'hui encore le seul président qui a apporté sa notoriété au club. Exactement, oui. Plutôt, les autres présidents, c'est vrai que c'est le club qui leur donne la notoriété. Hein, c'est la réalité. Alors que Bernard Tapie, lorsqu'il est venu, je me souviens de cette Tapie Mania qui a déferlé sur la ville et qui a donné à Tapie, je dirais, toutes les clés du club. Il avait refusé de suivre, je dirais, la ligne normale qui consistait à faire partie du conseil d'administration avant d'être élu. Il avait simplement dit qu'il voulait être président, rien d'autre. Et Gaston Defferre, qui était à l'époque le maire de la ville, l'a suivi dans ses caprices. Mais c'est vrai que Bernard Tapie a pu gagner là où personne n'a gagné. Mais on retrouve cette question justement de l'imaginaire. Parce qu'en fait, les Marseillais ont projeté sur Bernard Tapie, justement, enfin, il a incarné cette dimension imaginaire. Et on voit bien d'ailleurs que les grands présidents de l'OM, enfin ceux qui sont restés dans les mémoires, Leclerc, Tapie, et vous d'ailleurs d'une certaine manière, quand on écoute les supporters, c'est quand même ce qui se dit. Parce que justement il y a cette malice, ce goût pour l'aventure, le spectacle, le sens du défi. Puis il y a cette manière aussi un peu de dramatiser les enjeux. Événements. Même si vous, il me semble que ça s'est situé dans un autre registre, quoi. Et vous, je pense qu'il y a peut-être le côté marseillais. Enfin, d'après des enquêtes qui ont pu être faites par des collègues, visiblement, vous l'avez emporté avec l'affaire des minots, quand vous avez envoyé l'équipe B, si on peut s'exprimer ainsi, la deuxième équipe, face au Paris Saint-Germain. Visiblement, là, vous vous êtes attaché le cœur des supporters. Le cœur des supporters. Ce n'était pas par calcul, c'était par conviction. Voilà. C'était pas un calcul. Non, c'était... Et pourquoi vous avez fait ça, justement? Parce que simplement, pour moi, c'est une question de principe. C'est un moment important dans l'histoire de l'OM. Pour moi, c'est une question de principe. Et vous savez, le principe doit nécessairement avoir une contrepartie. Sinon, ça reste un préjugé. Et pour moi, la contrepartie, c'est vrai, c'était d'être lynché par la presse. C'est vrai, c'était aussi de prendre une vraie casquette à Paris. Mais je ne pouvais pas envoyer nos supporters dans un contexte où ils couraient effectivement le risque d'être blessé, où il courait... C'est le moment quand même où on reprend cette expression qui vient, elle, d'Angleterre et pas d'Italie, du hooliganisme en l'occurrence. Oui, mais le hooliganisme n'a jamais été, je dirais, quelque chose qui a fait partie du paysage marseillais. Il y a évidemment de la part de nos supporters mais en France, une certaine indiscipline, une certaine impatience, mais le vrai hooliganisme a pris naissance, si c'est en France, au Parc des Princes, mais ce n'était pas à Marseille. Et c'est pour ça que vous avez refusé donc J'ai refusé, mais c'est un peu plus long pour évidemment raconter toute l'histoire ici. Sachez simplement qu'à un moment donné, j'avais donné la parole à mes supporters que l'équipe qu'ils avaient l'habitude de suivre dans l'Hexagone et en Europe n'irait pas au Parc des Princes si le nombre de places qui devait nous être donné ne le serait pas. Il faut savoir qu'on avait droit normalement à 4000 places, je crois. Et on n'en donnait que 2000 places. À partir de là, il y a une tribune qui était au-dessus de celle de nos supporters, où serait parquet des supporters parisiens, avec tout le risque que pouvaient courir nos supporters. Et ils ont quand même réussi à faire 0-0, c'est ça, au parc? Oui. L'équipe 2 mais bon, je ne me suis pas arrêté sur le résultat. Stéphane Morlan. Oui, je crois que c'est important, Emmanuel, de distinguer les ultras des hooligans. On a affaire à deux phénomènes différents. L'un, on l'a dit, est né en Italie, l'autre en Angleterre, là aussi dans un contexte historique, social bien défini, marqué à la fois par l'émergence d'une subculture jeune, dans un contexte de désindustrialisation, et c'est une manière, là pour les hooligans, en fait le football ne compte pas. Le football devient une caisse de résonance et la violence est l'objectif ultime. Pour un ultra, je l'ai dit tout à l'heure, l'ultra vit sa passion jusqu'à se tatouer, on le voit sur certaines photographies dans l'exposition, il la vit à l'extrême et donc il intègre la violence comme perspective. Il ne la refuse pas, mais il n'en fait pas l'objectif premier, puisqu'en fait les ultras, ils vivent deux matchs dans un seul match. Il y a le match sur le terrain, et puis il y a le match face aux supporters. Oui, puis il y a même le match d'avant, il y a aussi l'idée qu'on part en quart, par exemple. Bien sûr. Ce qui est très important, partir en quart, c'est donc déjà préparer le match avant de partir. On ne va pas y aller en avion, on ne va pas y aller en train, parce qu'il faut être ensemble dans les bus pour pouvoir participer à cela. Permettez-moi comme de tordre le cou à une bonne vieille idée qui veut que les associations de supporters s'enrichissent parce que il revient de procéder aux abonnements. J'ai toujours été un fervent partisan de remettre aux associations de supporters
l'organisation des abonnements pour une triple raison. D'abord, ça leur permettait, c'est vrai, de gagner un peu d'argent pour pouvoir faire leur tifo. 2, ça permettait aussi, je dirais, à ces associations d'organiser leur voyage de supporterisme à l'extérieur. Et 3, ce qui n'était pas rien. Oui, parce qu'il faut dire que tout de même qu'auparavant, les supporters ne se déplaçaient pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour pouvoir se déplacer. Et aujourd'hui, avec la baisse des billets, etc., on peut, des transports en particulier, on peut partir à l'autre bout de la France. Évidemment, et il y avait une troisième raison, de mon point de vue, qui n'était pas rien, c'est que cela désengorgeait administrativement le club et permettait à ces supporters-là, eux-mêmes, je dirais, de procéder à ça. Et d'ailleurs, on a vu que lorsque l'abonnement leur a été retiré, le stade ne s'est pas rempli. Oui, Stéphane. Oui, je me permettrais peut-être d'ajouter une quatrième raison, c'est que ces spectateurs particuliers, les ultras, participent du spectacle, d'une part, et ils participent aussi de la bonne image, non seulement du club, mais aussi de la ville. Au-delà, effectivement, de certains excès, qu'est-ce que l'on retient ? L'OM, c'est non seulement un palmarès, mais on dit aussi que c'est un public formidable, que le stade Vélodrome est l'un des grands stades de France, que ces fameux tifos, certains vont même jusqu'à dire que ce sont de véritables œuvres d'art. Emmanuel, vous évoquiez tout ce match en amont, ce préparatif. Enfin, ce sont des heures et des heures. Avec des codes très particuliers. Par exemple, on ne se maquille pas. Dans certains des groupes de supporters, certains veulent arriver en se maquillant, on ne met pas de perruque, on poursuit ceux qui ont des perruques, comme à Lens par exemple. Alors Lens, ils ont leur propre tradition qui est assez carnavalesque et qui remonte à des carnavals du nord de la France, et ça, on n'en veut pas à Marseille. Non, et puis ce que vous dites là est extrêmement intéressant parce que contrairement là aussi, pour tordre le cou après vous à certains préjugés, ces supporters n'ont rien d'une horde sauvage. Ils sont extrêmement organisé, tout est extrêmement codifié. Il y a un chef, d'ailleurs, le capot, celui qui tourne le dos au match. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, ces clubs de supporters ont une véritable fonction sociale, d'intégration, de socialisation. Et pour aller peut-être dans votre sens, juste encore un mot, l'argent, effectivement, récolté par ces clubs de supporters, leur sert aussi à mener des actions sociales, culturelle, pour, là aussi, prendre le contre-pied, quelque part, de la mauvaise image, de la mauvaise réputation de Marseille. Même s'il peut y avoir un petit côté pervers, évidemment, dans les grands matchs, parfois des billets qui devaient être, qui devaient normalement constituer des abonnements ressortaient et effectivement enrichissaient un peu plus certaines associations. Mais c'était vraiment un côté... Qu'est-ce qui explique cette multiplication de ces groupes ultra en particulier ? Prenons l'exemple, par exemple, de DP, qui quitte les South Winners en 1994 pour fonder Marseille Trop Puissant. Ça vient simplement de ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Les partis politiques s'organisent et se défont. Et de la même manière ici, il y a des associations, des gens qui se retrouvent, qui pensent avoir, je dirais, des points communs, et puis à un moment donné, ils s'aperçoivent que ce n'est pas tout à fait le cas. Et ainsi de suite, on essaie de créer des associations à côté de celles qui existent déjà. Avec des codes différents, avec des façons de se comporter différentes. Avec une philosophie différente parfois. Oui, par exemple, si, je ne sais pas, les ultras défendent, par exemple, je ne sais pas, Milan à un moment ou à un autre, ou le Barça à un moment, eh bien, on leur dit, d'autres groupes de supporters leur disent, mais non, on ne supporte que Marseille, par exemple. Et il y a des approches différentes. Ça relève de la philosophie du moment, mais bon. Stéphane Morlan. Oui, il y a différents, effectivement. Il y a à la fois des relations humaines, mais il y a aussi un certain nombre d'enjeux sociaux. Ces clubs d'ultra sont formés par souvent des gens qui habitent les mêmes quartiers. Pour reprendre Marseille Trop Puissant, c'était plutôt les gens de la Plaine. C'est intéressant. D'ailleurs, là où DP allait recruter les supporters, en l'occurrence. On peut dire d'ailleurs au passage, Emmanuel, pour montrer le lien très fort qu'il y a entre le club et les supporters à Marseille, que c'est le seul club en France, et peut-être même d'ailleurs bien au-delà, qui a donné le nom d'une des tribunes de son stade à l'un de ses supporters, puisque Patrice Peretti a donné son nom au virage nord de Marseille, puisqu'il est mort prématurément à 28 ans, que c'est vraiment une figure qui incarnait ce dévouement pour le club. Et qui prenait son J9 pour emmener les jeunes de la Plaine pour aller jusqu'à... Qui est le premier à s'être présenté torse nu, quelles que soient les conditions climatiques dans les tribunes. Et donc on a effectivement, c'est intéressant, au Stade Vélodrome, c'est qu'il y a une projection de la diversité sociale et géographique dans le stade.
Et c'est lui aussi qui a donné d'ailleurs lieu à une chanson de Massilia Sound System. Il n'y a pas d'arrangement parce que c'était d'ailleurs l'expression qu'il utilisait, paraît-il, le plus fréquemment possible dans les tribunes. On va écouter un reportage plus récent sur les supporters de l'OM qui donne un autre aspect, justement, tel que les médias le racontent, de cette histoire. L'OM avec ses supporters comme chaudron de la diversité marseillaise. C'était en 2010, le 26 mars 2010, sur France Télévisions. Porte toujours avec demain soir la finale de la Coupe de la Ligue, finale entre deux ténors du championnat de France, Bordeaux face à Marseille, les Girondins qui auront en tête un autre rendez-vous, celui de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Alors qui est favori? Pas facile de jouer au jeu des pronostics, mais une chose reste sûre, la ferveur des supporters marseillais est intacte. La passion entre la ville et l'OM est toujours là, à Marseille, à Rontanzit, et Nicolas Ducrot. Est venu dans la République de Marseille. Oh, n'est-ce pas? Et la bonne mère est là pour vous accueillir. Dans la cité phocéenne, le football est religion. À Marseille, avant même de savoir lire et écrire, on tape avec rage dans un ballon. Et dès 4 ans, l'on connaît par cœur le nom de chacun des joueurs de l'OM. C'est Mandanda, Lucho Gonzalez, Nyang, Brandao, Koné. L'OM, une histoire de famille. C'est son grand-père qui lui a transmis le foot, après c'est le père, et c'est voilà, c'est de génération en génération, c'est un club mythique et ça restera toujours l'OM. Au bord de la Méditerranée, Marseille, ville cosmopolite. Ici, peu importe sa couleur, sa religion ou ses opinions politiques. Allez l'OM! C'est un vecteur social extraordinaire. Moi je sais qu'on ne sait même pas qui c'est qu'on a à côté de nous. Des fois, on saute qui saute n'est pas marseillais. Tant on le met sur le mec qui a voté Front National et l'autre sur le mec qui a voté Besancenot. Mais on s'en fout. Bienvenue dans l'antre du Vélodrome. Ah, là, quand tu sors du tunnel et que tu arrives dans ce stade plein, c'est un petit peu le moment de frisson, le moment où tu touches plus le sol. Délice, Eric Dimeco se rappelle de ses années de joueur à Marseille. J'allais chercher mes enfants à l'école et puis les gens vous parlent que de football, quoi. Donc les lendemains de défaite, c'est vrai que ça peut être compliqué. Heureusement qu'à l'époque, on ne perdait pas souvent. 1993, l'OM remporte la Ligue des Champions. Depuis, plus rien. C'est minable. C'est minable? Ils ne se font jamais le même match. Il faut garder l'espoir, hein. Il faut garder l'espoir. Bertrand vient prendre du poisson un peu, voilà. Demain soir, Paolo, comme tout le peuple marseillais, vibrera pour son équipe. 17 années sans titre, la bonne mère a déjà trop attendu. Ça nous permet, ce reportage de 2010, de revenir sur une expression qui est dite par le commentateur, qui enfile pas mal de perles sur Marseille, depuis la bonne mère jusqu'au vieux port et aux marchands de poissons. Mais en l'occurrence, ça permet de revenir sur cette expression, le football est religion. Est-ce que c'est une religion? Parce que les anthropologues, les ethnologues, les sociologues et les historiens se penchent sur ce chaudron de l'OM et du stade Vélodrome en se disant, est-ce que j'ai là, en face de moi, un nouveau sacré, une nouvelle religion? Je crois que quand on parle de religion, c'est faire usage d'un vocable. La réalité est là. Mais il est une autre chose qu'a dit René Malville qui est très vrai, c'est que dans le stade Vélodrome, cohabitent harmonieusement l'ouvrier et son patron, l'agriculteur et le musicien. Tout le monde à peu près est assis, sans savoir celui qui est à côté, s'il est ouvrier ou s'il est patron. Et je dirais que cette communion, effectivement, Communion, ça fait religion. Hein. Oui, mais c'est ce que je dis. Peut-être que c'est cette communion qui amène certains à parler de religion. Mais la réalité est que le supporter de Marseille a simplement une passion dévorante et folle pour son club. Oui, Stéphane Morlan. Oui, Coubertin, qui est celui qui a introduit les sports anglais en France à la fin du 19e, et donc le football disait que le sport est une religion, hein, avec une église, un dogme et des rituels, et on trouve effectivement, dès la naissance du sport moderne, toute cette dimension religieuse, à la fois dans le discours des dirigeants sportifs, mais aussi des médias. Hein, les joueurs sont des dieux, ils accomplissent des miracles, hein, ils jouent dans de véritables cathédrales,
cathédrales, qui sont aussi des temples. Hein. On disait tout à l'heure que l'OM, je citais France Football, c'est la Mecque des ultras. Pour les plus critiques d'ailleurs, hein, et notamment pour les marxistes, hein, eh bien, le football, c'est l'opium du peuple. Ah bah, Jean-Marie Brome. Exactement, hein, comme la religion. Alors effectivement, et puis des gens comme mon collègue de l'université d'Aix-Marseille, Christian Bromberger, l'ethnologue, évoque également cette dimension sur le mode finalement de la compensation dans des sociétés qui se sont sécularisées, laïcisées. Finalement, le football fonctionnerait comme une sorte de refuge. Bon, la dimension transcendantale. Et avec la dimension aussi d'une sorte de compensation, vous le disiez, pour une vie sociale qui serait moins intense et disons plus dégradée. Et de l'autre côté, une possibilité au stade d'obtenir une sorte de vedettariat, en particulier pour les plus présents des tifosi. Ça, c'est aussi une des choses. Il y a une sorte de hiérarchie dans ces tifosi et chez ces supporters. Il y a ceux qu'on va toujours interviewer parce qu'ils sont présidents des groupes d'ultra ou de supporters. Et puis il y a ceux qui sont derrière, qu'on ne voit jamais. C'est quoi le supporter, entre guillemets, comme s'il y avait un Français moyen, le supporter moyen? Mais ça, c'est la vie humaine qui veut qu'il y ait toujours une hiérarchie. Et c'est cette hiérarchie qui amène effectivement à ce que certains d'entre eux, parmi les supporters, sont plus interrogés que d'autres. Et avec une sorte de hiérarchie aussi d'aristocratie du supporterisme, qui est celui qui accomplit le mieux, si on reprend le terme de religion, le rituel. Il connaît mieux le rituel, il sait très bien comment se déplacer, comment faire en sorte d'être vraiment au stade tel qu'on doit être quand on est supporter de l'OM. Mais il a derrière lui, je dirais, tout un peuple, quasiment, hein, toute une catégorie de gens qui savent, qui connaissent ces symboles, qui connaissent ces réflexes-là. Je crois qu'il y a une chose quand même qui n'a pas été dite et qu'il faut simplement dire, qu'en dépit, je dirais, du nombre assez important des associations qui peuplent le Vélodrome, il y a une vraie solidarité qui relie et qui lie toutes ces associations. Ça, c'est pas mal. Il y a eu quand même, me semble-t-il, des affrontements entre les différents groupes supporters. Et lorsqu'il y a eu des tentatives, notamment en tribune sud, de créer une fédération des clubs supporters, celle-ci a fait long feu, si l'on peut dire. Il y a donc quand même un antagonisme. Et on voit bien d'ailleurs que la création des Yankees, l'appellation même, renvoie justement à une opposition aux South Winners. Certains d'ailleurs groupes supporters refusent, d'ultra plus exactement, refusent de s'adresser à la presse. C'est le cas des fanatiques. Les fanatiques considèrent que... Oui, parce qu'ils se considèrent comme les plus purs aussi, parce qu'il y a aussi cette dimension d'être le plus pur des supporters, Pape Diouf, tout de même. Vous savez, autant que je me souvienne, quand on prend les associations les unes après les autres, les ultras constituaient peut-être l'association celle dont la politique était plutôt le silence. C'est celle qui échangeait le moins avec la direction du club. C'est celle qui, parfois, simplement avait des réactions épidermiques, mais n'était absolument pas braillarde ni bavarde. Assez étonnamment. Et pourtant, c'était une des associations les plus importantes du club. Alors, je vous propose une dernière archive avant de donner la parole à la salle. C'est une archive de 1990. C'est un moment un peu difficile pour le club. Nous sommes en avril 1990 et le gardien, dont vous vous êtes occupé, je crois, Joseph-Antoine Bell aussi, a quitté le club de Marseille pour Bordeaux. Un match s'annonce et il s'annonce difficilement. C'est dur et ça rompt avec cette image, non pas idyllique, mais disons d'un club qui permettrait la fédération de toutes les populations habitant à Marseille autour de son club, justement. Évidemment que ce soir-là, on a vécu quelque chose. Rappelons-le, des pots de bananes qui étaient lancés sur le stade et sur la pelouse à Joseph-Antoine Bell. C'est sûr que ce soir-là, comme je disais, on a vécu quelque chose qui est à bannir sur les stades. Et en parlant avec Joseph-Antoine Bell bien après, il est convaincu, a prouvé évidemment que c'est Tapie, Bernard Tapie, qui avait organisé cette rébellion contre lui, qui avait permis à certains supporters de pouvoir rentrer dans le stade avec des objets, dont des bananes à lui jeter, parce que c'est vrai qu'entre Tapie et Bell, il y avait un vrai divorce entre les deux, ce qui avait d'ailleurs conduit Bell à aller à Bordeaux, et que entre les deux hommes, c'est vrai que c'était une vraie bataille, je dirais, qui les opposait. Alors, où est la vérité? Il est vrai simplement que normalement, les supporters ne peuvent pas rentrer avec n'importe quoi dans les stades.
Or, ce jour-là, on l'a vu, ils sont quand même rentrés avec beaucoup de choses. Stéphane Morlan. Oui, c'est un épisode extrêmement intéressant. Il faut rappeler ici peut-être le contexte. Hein. Ce match, c'est effectivement les deux grandes équipes du football français du moment. Et c'est aussi les deux présidents qui incarnent ce foot business que l'on évoquait tout à l'heure. Et qui ont fait monter la pression tout au long des jours qui ont précédé ce match. Par ailleurs, Joseph-Antoine Bell donc, a porté le maillot de l'OM. Il a même été, auprès des supporters ultras, l'un des joueurs préférés, l'un des joueurs pour lesquels ils avaient une affection les plus particulières. Et ces supporters se sont sentis trahis par ce transfert à l'ennemi juré du moment, Bordeaux. Alors ça, c'est souvent ce que l'on dit pour minimiser la dimension raciste, parce que cette histoire-là, parce on a connu ça entre le Real et Madrid, avec Figo par exemple, entre le Real de Madrid et le Barça, et ce transfert s'est très mal passé, et là aussi Figo s'est trouvé insulté en arrivant sur le stade. Oui, mais là on touche à une corde sensible à Marseille, parce que on l'a dit tout à l'heure, dans cet imaginaire marseillais, il y a cette dimension cosmopolite. Marseille est une ville cosmopolite qui a effectivement, et comme vous le savez Emmanuel, c'est des choses qui m'intéressent aussi, accueilli un grand nombre de populations immigrées, et que italienne en particulier, italienne notamment, et qui aurait effectivement qui se serait mélangé tout ça dans le meilleur des mondes. Donc cet épisode vient mettre un coup de canif dans cette représentation qui, il faut bien le dire, est très largement idéalisée. Pourquoi est-il besoin de rappeler ici que le mot même d'immigration, au sens où nous l'entendons aujourd'hui dans notre société contemporaine, est né à Marseille au moment des fameuses vêpres marseillaises en 1881? Faut-il rappeler la flambée raciste de 1973? Marseille a connu des tensions liées à la présence de ces populations immigrées. Et c'est là où je mettrai une petite nuance sur le stade Vélodrome, présenté justement comme une métaphore de Marseille ouverte, généreuse, qui transcende les clivages sociaux, les clivages liés aux origines. Quand on regarde un peu plus près la géographie du stade Vélodrome, en fait, on retrouve la géographie de Marseille. Or, la géographie de Marseille, la géographie résidentielle et sociale, elle donne à voir un ensemble particulièrement segmenté. En fait, les gens vivent à Marseille côte à côte, plus qu'ils ne vivent ensemble. Et ça, tous les spécialistes, tous mes collègues, qu'ils soient géographes, sociologues, etc., l'ont bien montré. Ce qui est intéressant, c'est que cette affaire, quand on regarde la presse marseillaise, la presse locale, elle n'en dit que peu de mots. C'est-à-dire qu'on maintient quasiment sous le silence. Il se trouve que j'ai assuré le commissariat scientifique d'une exposition aux archives départementales des Bouches-du-Rhône cette année, puisque Marseille est capitale européenne du sport, sur l'histoire du sport dans la région, et j'ai fait référence à cet épisode. Et les personnes qui ont travaillé sur cette exposition m'en ont fait le reproche. Mais non, mais c'était rien, c'est de bonne guerre, etc. Marseille, c'est autre chose. Oui, Marseille, c'est autre chose, mais c'est aussi ça. Oui, les supporters, et on l'a vu d'ailleurs encore hier soir, ceux qui étaient devant leur écran de télévision ont pu voir des banderoles « Marseille contre le racisme ». Oui, on a vu au stade Vélodrome, notamment lors de l'entre-deux tours en 2002, des grandes banderoles, et il y en a une qui est exposée, Florent a dû la récupérer dans l'exposition, Marseille contre le racisme. On se souvient aussi en 1995, d'ailleurs vous étiez au club, après l'affreuse affaire Ibrahim Ali, où le stade Vélodrome s'était mobilisé avec des chants particulièrement et des cris particulièrement durs à l'égard du Front National et de son président. Donc finalement, au-delà justement du mythe marseillais et du mythe de l'OM, le club de Marseille révèle toute la complexité de cette ville. Pape Diouf, sur ces questions. Il est évident, je dirais que... Mais moi, plutôt que d'employer le vocable de racisme, je dirais que Marseille est une ville assez ignorante. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que si le lepénisme a pu trouver florès dans cette ville, si l'extrémisme de droite y a véritablement, je dirais, prospéré, si Marseille reste la première ville en France qui a envoyé au Parlement français 2 représentants, en l'occurrence 2 sénateurs, c'est quand même la ville aussi où un noir, en l'occurrence moi, a été le président d'une des institutions les plus prisées de la ville. Et vous étiez le seul président noir de toute de toute l'Europe même. Évidemment que quand je suis arrivé, il n'a sans doute pas manqué des voix pour dire il ne manquait plus que ça qu'un noir. Mais
La réalité est qu'après 5 années de pouvoir à la tête de l'Olympique de Marseille, les gens se sont aperçus que je n'étais pas moins Marseillais qu'un autre. Que simplement, j'étais là pour défendre les couleurs d'un club que j'aimais beaucoup. Et je crois que cette mur d'indifférence qu'on appelle racisme n'est en réalité qu'une ignorance. Et quand, j'en aurais terminé, la France s'est élevée parce qu'à un moment donné, Blanc et Sagnol ont fait des déclarations qui ont heurté certaines âmes sensibles, mais ils n'étaient que les instruments d'une machinerie qui les dépasse. Quand vous prenez les sociétés du CAC 40, il n'y a pas un noir ou un arabe à la tête de ces sociétés. Il n'y a pas un noir ou un arabe à la tête d'un corps de l'armée important. Si, plutôt que, je dirais, si on prenait les gens selon leurs valeurs, selon ce qu'ils représentent véritablement et non pas sur ce qu'ils ressemblent, ben, vous verrez que le racisme dont on parle, qui est organique, qui en France ne dépasse pas, de mon point de vue, les descendants de Gobineau, j'entends bien, 3 ou 4%. En réalité, aujourd'hui, quand je vois que l'extrémisme de droite pèse plus de 30%, on ne peut pas taxer de racisme tous ces électeurs-là. C'est simplement le contexte d'ignorance, je dis, qui prend le pas sur le reste. Merci à tous les deux. Je pense qu'il est temps de passer la parole à la salle. Si vous avez quelques questions à poser à nos invités. Maintenant, nous avons regardé l'essentiel des archives que nous avions sélectionnées pour cette soirée. Et je remercie en particulier Sophie Gillery, qui présente, d'avoir participé à cette sélection tout à fait judicieuse. Est-ce que vous avez des questions à poser à Pape Diouf? Oui, on a un micro qui va venir. Pardon. Allez-y. Bonsoir. Déjà, merci pour votre intervention. Je suis là. On a une lumière, c'est pour ça que je désolé. Voilà. Merci pour votre intervention. J'aurais deux petites questions. Déjà, une première question pour M. Mourlan et M. Diouf. Est-ce que vous pensez qu'un supporter peut exprimer sa colère? Parce que c'est une rengaine qui revient souvent, déjà beaucoup de la part des joueurs professionnels, qui certains considèrent que les supporters sont là uniquement pour supporter, pour être derrière leur équipe, et quand ça va mal, ils n'ont pas forcément le droit de siffler, d'avoir dans une certaine limite, de siffler, de sortir des banderoles un peu acerbes envers les joueurs. Et ma deuxième question, elle est plus pour M. Diouf. Est-ce que vous avez une anecdote croustillante dans votre relation avec les supporters durant une anecdote croustillante envers les supporters durant tout le long de votre parcours à l'OM? Merci. Allez. Une anecdote. Il y en a plein, j'imagine. Évidemment, quand je suis arrivé, au mieux, je suscitais un scepticisme, c'est vrai. Je me souviendrai toujours de cette... Pourtant, vous connaissez comme celui qui avait suivi l'OM comme journaliste, qui avait été agent de joueur, etc. Mais quand on est à la tête de l'OM, les choses changent. Et je me souviendrai toujours, si vous voulez une anecdote, effectivement, que lors de la première réunion que j'ai tenue avec les supporters, il y en a même 2 d'anecdotes, c'était de me demander tout de suite, les supporters, il ne faut pas vendre nos joueurs. Ah non, je ne les vends pas, je ne suis pas venu pour ça. Et il y en a un qui dit, j'ai dit, de toute façon, sachez quand même qu'il n'y a pas de joueurs intransférables. Dans cet effectif, tous les joueurs peuvent être transférés, sauf qu'en l'occurrence, je peux vous certifier qu'il n'y en aura pas un de transféré. Et il y a un Christian, on l'a vu tout à l'heure, Christian, qui m'appelle et qui me dit, évidemment, que si demain on a 30 millions pour Drogba, je comprends qu'on le laisse. Et je lui dis, mais ne rêve pas. Les 30 millions, tu ne les auras jamais. Je suis sorti, le président de l'OM, à l'époque, parce que j'étais le manager général, m'appelle et me dit, on vient de recevoir une offre de 30 millions sur Drogba. Et sur la question de la colère des supporters, oui, Stéphane Mourlan, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ne seraient là que pour supporter le club et les joueurs et ne jamais les critiquer? La question ici, en fait, elle soulève celle du fameux 12e homme, qui serait là effectivement uniquement pour apporter sa contribution à la victoire de l'équipe. Or, à Marseille, comme ailleurs, ça ne se passe pas toujours comme ça, même si, mais là je parle sous votre contrôle, finalement, je crois qu'il y a assez peu de relations, de rapports entre les joueurs et les supporters. Et les supporters ont pu, je crois que dans les années 80, les groupes ultras s'étaient justement fédérés pour remettre à la fin des matchs un trophée à celui qui était considéré comme le meilleur joueur. Et un bon joueur à Marseille, c'est un joueur qui mouille le maillot et qui en même temps est un virtuose. Mais les supporters n'hésitent pas, dans cette
conception justement, comment dire, passionnelle, extrémiste de leur activité, à mettre la pression. Je crois qu'il y a un certain nombre de joueurs qui ont été bousculés, ou leur véhicule garde quelques traces, là aussi, du passage des supporters. Et donc, il est d'usage de dire qu'à Marseille, la pression est forte. Oui, Pires en particulier, et d'autres, à certains moments. Elle est forte, et il ne faut quand même pas oublier que quand les résultats sont franchement mauvais, certaines associations de supporters demandent aux dirigeants de réunir certains joueurs pour qu'elles puissent leur parler directement. D'accord. Oui, une autre question, jeune homme. Oui, bonsoir. Merci pour votre intervention déjà. Une petite question sur un sujet que vous avez évoqué un peu plus tôt, sur comment parler au groupe de supporters. C'est un des principaux reproches faits aujourd'hui à la présidence de l'Olympique de Marseille, ce qui était plutôt un de vos points forts. Comment on parle vraiment, comment on s'adresse aux ultras? En leur disant la vérité, en essayant simplement d'imposer comme plateforme, comme la considération et le respect. Et je me souviendrai toujours, une fois que j'avais les supporters devant moi, il y en avait un, je tairai évidemment son nom, qui a commencé par être très insultant, par mettre ses pieds sur la table, par fumer, et je me suis levé pour lui dire que j'étais fumeur comme lui et que je m'interdisais de fumer dans cette salle. Et que son discours, si c'était un discours venu des banlieues les plus dures de Marseille, j'étais capable, moi, aussi d'être, je dirais, aussi virulent que lui. Et que ce n'était pas la solution. La solution, c'était que nous nous entendions tous, qu'on visait tous les mêmes objectifs, que je serais toujours à leur côté, que j'essaierais de tout faire pour obtenir effectivement les objectifs, mais que je ne serais quand même pas toujours en situation de leur donner satisfaction, leur dire la vérité. J'ai obtenu quand même le brevet qu'on avait à l'OM un président qui disait les choses telles qu'elles étaient. Voilà. Est-ce que d'autres parmi vous veulent poser des questions à nos invités? Oui, bonsoir. Alors, merci d'abord à vous, puisque n'étant pas supportrice, vous avez quand même réussi à me faire passer un bon moment. Et donc, je voudrais apporter ma touche féminine, et je me demandais en fait, à partir de vos points de vue respectifs, ce qui en était aujourd'hui de la part des femmes dans le foot en tant que supportrices, joueuses, ou bien en tant que femmes tout simplement qui font l'économie du foot à Marseille. Oui, d'autant qu'après la Coupe du Monde en 98, on avait là aussi peut-être créé une véritable légende avec l'équipe de France en disant, regardez, il y a presque autant de femmes dans les tribunes que d'hommes. Ça n'a peut-être pas été aussi... Non, mais en revanche, je pense qu'on peut quand même considérer que 98 constitue, si ce n'est un tournant, mais un moment d'inflexion. Et on observe, y compris d'ailleurs, et on le voit sur certaines photographies présentées dans l'exposition, y compris dans les groupes ultras, une féminisation. Alors, je crois qu'on n'est toujours pas à parts égales, mais il y a quand même quelque chose de cela. Le football féminin connaît un certain essor. On le voit, d'ailleurs parce que les médias s'y intéressent. Les grandes compétitions sont désormais diffusées à la télévision. Alors là aussi, on est encore loin des audiences du football masculin, mais cela sort quand même un petit peu d'une forme de ghetto. Et puis on voit que les présidents des grands clubs, le président Aulas, à Lyon, investit fortement sur son équipe féminine. Le Paris Saint-Germain aussi. On est loin quand même de l'équipe de Reims, qui a été la première équipe féminine en France et qui avait été créée pour faire une sorte de match de gala avant l'équipe masculine. Donc il y avait toujours un match de gala à Reims. Et l'année précédente, c'était des nains qui jouaient au foot. Et l'année suivante, on a demandé aux femmes de jouer parce qu'on voulait s'en moquer un peu. C'était le début de la grande équipe de Reims féminine, mais c'était un début difficile dans tous les cas. Les choses ont évolué au point qu'aujourd'hui, la Ligue nationale de football est dirigée par une femme. Oui, sur ce point et sur la place des femmes dans l'économie aussi de ce football marseillais, Pape Diouf. De plus en plus, effectivement, Stéphane l'a dit, les femmes se rendent maintenant dans les stades. Et c'est vrai qu'on a connu 1998 et cette fameuse victoire qui a suscité des vocations. Et cette vocation aujourd'hui se traduit par une présence beaucoup plus massive dans les stades. Je pense qu'il est de plus en plus difficile, en tout cas, de faire une espèce de repousser les femmes parce qu'elles sont là, parce qu'on l'a vu, on a vu à Lyon, on l'a vu aussi à Paris. Ce sont aujourd'hui des équipes, je dirais, qui, en tout cas, comptent parce qu'elles bénéficient aussi d'un traitement moins secret, moins, je dirais,
isolé de la presse. Oui, mais néanmoins, pour avoir lu quelques petites choses pour préparer cette discussion sur le supporterisme, j'ai cru comprendre que dans ces groupes de supporters, on n'aimait pas trop l'arrivée intempestive de gens qui n'avaient pas supporté auparavant parce qu'un événement sportif faisait qu'au bout du compte, ils arrivaient dans les stades, comme 98, et qu'on leur préférait les gens qui, dans des moments difficiles, avaient été là. Par exemple, ceux qui se disent que quand Marseille était en D2, c'était pas mal, tout compte fait, parce qu'il n'y avait que les vrais supporters qui étaient là autour de l'OM quand il était en D2. C'est vrai que OM Forbach, qui avait réuni 460 spectateurs, est devenu un stade avec, je dirais, plus de 6 000 ou 10 000 personnes, si on entend tous ceux qui disent qu'ils y ont été. Mais cela dit, je pense simplement qu'aujourd'hui, le football a de toute façon singulièrement évolué, surtout en direction des femmes. On ne peut pas, je dirais, être à ce point restrictif et dire que les femmes ne font pas partie du paysage. Si je peux me permettre, juste, Emmanuel, je pense qu'il y a la question aussi qui a été évoquée de la génération et de la transmission. Et là, au regard aussi des évolutions de la société, notamment des rapports au sein de la famille, et en particulier des rapports entre les pères et leurs filles, on assiste aujourd'hui justement, on voit un plus grand nombre de jeunes filles qui, dans le sillage de leur père, se passionnent, que ce soit pour la pratique ou pour venir assister au match de football. Mais il n'en demeure pas moins. Tout à l'heure, on souriait des facéties, de la rhétorique des supporters. Cette rhétorique, elle est quand même encore très sexuée, pour ne pas dire sexiste. Oui, les enculés sont assez fréquents dans les stades. Monsieur. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais surtout remercier le président Diouf parce que, effectivement, en tant qu'ultra, quand on a vu le président Diouf arriver, on s'est dit il manquait plus que ça. On a besoin de considération, mais on a aussi besoin de quelqu'un de droit, quelqu'un qui a du franc-parler. Et effectivement, je pense que ces galons de président, on va dire du top 3 ou du top 5 des meilleurs présidents, Pape Diouf les a gagnés avec son franc-parler, sa droiture. Et il y a quelques événements marquants, comme le transfert de Drogba, où effectivement... c'était la raison, l'argent pour le club, le bras de fer avec Franck Ribéry par rapport au transfert avorté à Lyon, ou les minots au Parc des Princes. Et tous ces moments-là, les supporters se sont sentis considérés et écoutés, ou au moins on nous a expliqué, et ça je pense que c'est très important par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques années et encore actuellement, où on a vraiment l'impression d'être plutôt dans le foot business. Permettez-moi de vous poser une question à mon tour. Ça veut dire quoi être considéré quand on est un supporter ultra ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Parce que c'est intéressant. C'est quoi cette impression de ne pas être considéré ou au contraire de l'être ? D'être considéré, c'est d'être... c'est justement la différence, je pense, entre le spectateur et les supporters. C'est-à-dire qu'on se revendique pour être des supporters, effectivement, pas des hooligans, on est bien d'accord. Mais alors je parle pour moi, mais il y a des gens qui sont au RMI et qui font 30 matchs dans l'année, qui font 12 heures de bus aller, 12 heures de bus retour. Et c'est ça. Et ces gens-là, voilà, le remerciement, ce qu'on peut avoir, c'est des joueurs qui mouillent le maillot, des présidents qui prennent le temps d'expliquer ou d'écouter, même si j'imagine que quand on est président d'un tel club, on a autre chose à faire que d'écouter les desiderata des uns et des autres. Mais c'est éviter cette ignorance, et c'est ce qui évite effectivement le racisme, etc. C'est vraiment d'ouvrir le dialogue et d'écouter les uns et les autres, parce que je pense qu'on a tous notre petite pierre à mener pour ce grand club. Stéphane Morlan. Oui, merci de ce témoignage, parce que finalement, vous incarnez ce que l'on a essayé de dire jusqu'à présent. C'est-à-dire que le supporter ultra considère qu'il est, pour reprendre le titre d'un livre qui va prochainement sortir de notre collègue Sébastien Louis, l'autre protagoniste
du football. C'est-à-dire qu'il est un acteur à part entière. Il participe du spectacle. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas parler au nom de M. Diouf, mais je pense que les dirigeants n'ont pas forcément d'autre chose à faire, parce que je pense que ces supporters, on le voit bien, si vous permettez ici de prendre l'exemple du Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, il y a eu toute une politique visant à justement pacifier, parce que derrière ça, il y a aussi toute la représentation négative du supporter. Représentation diffusée par les médias. Je crois que c'est en 85, il y a Monaco-OM. Les ultras de Marseille, donc au stade Louis II, font craquer des fumigènes. Il y a donc la partie est reportée d'1 quart d'heure. Michel Denisot, donc en direct sur Canal+, l'une des premières retransmissions, déclare « Mais ces gens-là sont des terroristes ». Donc il y a une forme de fantasme autour des ultras qui conduit justement à des crispations. Or, les Qataris se sont bien rendus compte qu'un Parc des Princes sans ultras, c'est un autre spectacle. Ou en tout cas, ce n'est pas du spectacle. Et eux, ils ont besoin... D'ailleurs, aujourd'hui, le foot est un business. Je dirais, c'est une entreprise de spectacle. Sans ultras, il n'y a pas de spectacle. On le voit d'ailleurs en Angleterre aussi, avec l'augmentation du prix des places. Je crois que quand on parle des Qataris, c'est quand même forcément parler aussi de cette réalité qui existe aujourd'hui, c'est que c'est le seul club d'Europe, à ma connaissance, le Paris Saint-Germain, qui a un actionnariat d'État. Et cet actionnariat d'État, effectivement, donne, mal qu'on le veuille ou pas, raison à un Aulas qui aujourd'hui... Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas qui parle d'un fair play piétiné. Et mon sens est là, puisqu'à Marseille, il y avait un actionnaire privé, et un peu partout, même à Manchester City, où il y a le Cheikh Mansour, c'est quand même un actionnariat privé. Alors, moi, il y a des fois où je me dis, et les gens, ça ne les gêne pas, ça ne les heurte pas. On se dit toujours, bon, écoutez, ils sont jaloux de dire ça. Alors, imaginez demain qu'à Marseille, le dictateur de la Corée du Nord vienne et veuille tout simplement prendre le club, achète Messi, achète Ronaldo. Que dirait-on? Merci. Une dernière question, une dernière remarque. Oui, monsieur. Attendez, vous avez le micro. Tout d'abord, déjà, remercier Pape Diouf pour tout ce qu'il a apporté à l'OM au niveau de la communication et de l'image. Et ensuite, par rapport à l'évolution marketing autour du supporter, la place du supporter au stade en tant que client, aujourd'hui, c'est un peu l'objectif. Enfin, c'est la communication de la nouvelle direction de l'OM par rapport à ça, quoi. Et savoir ce que Pape Diouf en pense aujourd'hui, quoi, la place du supporter à l'OM. Avec la naissance, disait-on, avec le Qatar, justement, de la figure du fan, qui veut une star et des produits dérivés, et qui s'écarte de la figure du supporter telle qu'on l'a décrite depuis tout à l'heure. Il ne faut quand même pas oublier une chose. Marseille a toujours été fort face au pouvoir central que représente Paris par son football. Or, aujourd'hui, le football de Marseille est plus ou moins relégué avec, je dirais, l'avènement du Paris Saint-Germain, l'avènement du Qatar. Donc forcément, je dirais qu'il y a une sorte de frustration, et même pire que ça, une sorte de révolte qui prend aujourd'hui le supporter marseillais, qui se dit que quoi qu'il fasse, quoi qu'il puisse dire, il aura du mal à concurrencer son vieux rival de Paris. Et d'ailleurs, pour que vous le sachiez, cette année, l'Olympique de Marseille, par exemple, a dépensé plus de 100 millions d'euros dans le recrutement. Ce qui est énorme. Personnellement, quand j'étais à la tête de l'Olympique de Marseille, je n'ai jamais dépensé plus de 25 millions d'euros, je ne pense pas. Jamais de la vie. Je pense que c'était 20 millions, le maximum que j'ai pu dépenser sur une intersaison. Alors, oui, c'est vrai que si je comprends bien aujourd'hui... la commercialisation. La commercialisation. L'OM a beau commercialiser ce qu'il veut, je veux dire, il n'arrivera jamais aujourd'hui à concurrencer loyalement le Paris Saint-Germain. Imaginez que les Espagnols, s'ils avaient cette habitude des clauses libératoires et que Neymar ait été mis à 220 millions, n'importe quel spécialiste du football n'aurait jamais pensé un jour que cette clause-là pourrait être levée. Au point qu'aujourd'hui, les joueurs espagnols, la clause qui peut les faire partir est évaluée à quasiment 1 milliard d'euros. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est faussé
dans le championnat de France, parce que simplement on a accepté que les choses soient comme ça. Et il me semble qu'il faut revenir effectivement à plus de fair play financier, il faut arriver à plus de fair play, à redonner au football un peu, je dirais, cette lettre de noblesse, ce qu'on ne vit pas aujourd'hui. Merci à toutes et merci à tous. Et merci à nos invités, donc à Pape Diouf et à Stéphane Morlan, d'avoir aussi brillamment ouvert cette saison du temps des archives. Je voudrais remercier évidemment le MUSEM, l'INA et tous les personnels de l'INA qui ont concouru à cette soirée. Et vous donner un nouveau rendez-vous. Donc avec nous, donc le 19 janvier, nous parlerons de 1948 et des manifestations ouvrières qui ont eu lieu ici à Marseille. Merci donc à toutes et à tous pour cette bonne soirée.